aujourd'hui, c'est le webinaire sur le métier de formateur, de coach et consultant. Rapidement, je vais juste vous expliquer le déroulement de cette séance. Donc, ça va se faire en deux parties. Vous avez une première partie, donc c'est l'intervenant Monsieur Alain Palacio qui va parler donc de son métier. Et la deuxième, donc ça va durer à peu près entre 20 et 25 minutes. Et ensuite, la deuxième partie, ce sera sur les questions et réponses. Voilà, vos questions à vous. Alors, pour que ce soit peut-être plus simple, moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout le long de ce webinaire, c'est d'écrire au fur et à mesure vos questions directement sur le chat. Moi, je récupère toutes vos questions et ensuite, je poserai directement les questions à Alain Palacio. Et si ensuite, il y a encore d'autres questions, vous interviendrez directement. Mais le plus simple, si vous le voulez bien, c'est d'écrire tout ça sur le chat. Voilà. Alain Palacio, je crois que tout le monde le connaît, en tout cas dans la région. Mais bien sûr que si. Il est connu. Il va se présenter, il le fera mieux que moi. Juste pour vous préciser, voilà, qu'Alain Palacio, il a créé la société ABP Consulting il y a 18 ans déjà, voilà, et il est gérant donc de cette société et voilà, il va présenter son métier donc de formateur, coach et consultant. Je te laisse la parole, Alain. Merci Caroline. D'abord, je suis un peu ému parce que la personne qui a présenté, je ne peux pas ne pas le dire, Caroline quand même, qui a présenté, qui a introduit ce petit webinaire, c'est Caroline. Et Caroline, je l'avais comme collaboratrice donc il y a 19 ans dans une société locale. Et j'avais dit que j'adorerais retravailler avec elle, ce qui s'est fait du coup, et tout finit par se faire. Et pourquoi est-ce que j'ai quitté cette société? Parce que vous savez, il y a des gens qui sont un peu immanageables, visiblement, ça va être moi, ou alors des collaborateurs comme moi qui ont du mal parfois à être managés aussi. Hein, ça existe, il est peut-être dans la salle. Je le dis en plaisantant, mais c'est un peu vrai. Et si vous êtes là, c'est peut-être que vous avez aussi des questions autour de est-ce que je dois être indépendant, est-ce que je dois pas l'être. Et donc, ça fait, voilà, c'était la petite introduction liée à Caroline. Et merci, Caroline. Donc, bon, je n'aime pas trop parler de moi, mais le parcours, mon métier actuel et mes missions quotidiennes. Bon, j'ai fait des études scientifiques. À l'époque, j'avais fait un bac E, mais comme j'ai vu qu'il y avait des visages plus jeunes que le mien, ça n'existe plus. C'était un bac scientifique et technologique. Et donc, j'ai fait des études ensuite liées à la fonction commerciale et la fonction technique. Et je suis diplômé del Magisterio Internacional de San Sebastián en Espagne, puisque je viens du Pays Basque, de la Bigorre exactement, des Hautes-Pyrénées. Et donc, suite à ça, j'ai été pendant une douzaine d'années salarié en entreprise sur des fonctions qui vont de télévendeur quand j'avais 22 ans, très bonne école d'ailleurs, superviseur. J'ai mis en place un call center international pour VVF Vacances, qui s'appelle maintenant Bellambra. Ensuite, j'ai travaillé pour la métallurgie, c'est-à-dire je suis revenu à ce sur quoi j'avais fait des études, c'est-à-dire la technique. Donc, je vendais et je commercialisais l'implantation de supermarchés au Proche-Orient, au Moyen-Orient et en Espagne, donc plutôt à l'export. Et j'ai été directeur commercial à nouveau dans le secteur des croisières chez Royal Caribbean Cruise Line. I hope you like my Pakistani accent. I'm sorry for my accent. Je sais que j'ai un accent pas terrible, mais voilà. Et j'ai été directeur commercial d'une chaîne d'hôtels pas très loin d'ici, près de Nice. Suite à ça, j'ai créé donc ABP Consulting en 2003. Donc, c'est une entreprise qui a voilà, 18 ans. Les 2 premières années, si je me présente, enfin, j'en reparlerai tout à l'heure, hein, je crois que j'ai mangé un peu mon pain noir. Et puis, avec l'effet boule de neige, aujourd'hui, on est une dizaine de salariés sur l'ensemble des structures d'ABP et une vingtaine, 18 consultants externes qui, eux, ne sont pas salariés, mais qui travaillent en externe. Voilà. Donc, je pense que c'est le moment de vous présenter un peu le parcours, le métier et les missions quotidiennes. Alors, sur la partie... Ah, il y a une alarme quelque part. Si on peut juste éteindre le micro, ce serait super. Oui, merci de penser à couper les micros, effectivement. Merci. Donc, dans mon parcours, j'ai surtout parlé de la création du cabinet. Donc, j'avais 32 ans.
Si je donne mon âge, c'est parce qu'il y a des personnes qui se lancent en général beaucoup plus tard, vers 40 ans environ, dans ce chemin de carrière qui est assez classique. 40 ans, c'est là qu'on fait un grand bain souvent. Mais moi, mon grand bain, j'ai dû le faire beaucoup plus tôt, pour des raisons que j'ai évoquées avec humour tout à l'heure, en disant je ne me vois plus être dépendant d'une entreprise. Donc, le fait d'aller chez un psy, d'ailleurs, suite à un grave accident de voiture, m'a amené à me poser des questions sur qu'est-ce que je veux vraiment, quel est mon chemin, est-ce que je suis vraiment fait pour avoir quelqu'un au-dessus de moi ou avec moi, est-ce que je veux être associé, pas associé. Et là, notre personnalité a beaucoup à voir là-dessus. Donc, après cette réflexion-là, donc, je me suis lancé. La difficulté, c'est que j'arrivais dans une région que je ne connaissais pas avec un âge, j'étais assez jeune, 32 ans, donc pas de réseau, pas de région. Donc, évidemment, les 2 premières années, ben, j'ai mangé un peu mon pain noir en faisant beaucoup de phoning, ce qui n'était peut-être pas la meilleure stratégie, en tout cas la première année, parce que les RH reçoivent beaucoup de, de coups de fil de consultants, ce qui ne doit surtout pas, pour ceux qui veulent se lancer, vous faire croire qu'il n'y a pas de marché ou qu'il y a trop de gens qui se lancent dans le consulting, la formation ou le coaching. Parce qu'il y a un besoin énorme. La seule chose, c'est que, évidemment, on va souvent au plus simple, on appelle un DRH, mais il y a peut-être d'autres stratégies de développement à imaginer. Donc, après 2 ans et après avoir fait beaucoup de gratuits, d'avoir animé beaucoup gratuitement, notamment à ce qu'on appelait l'ANPE, qui est devenu Pôle emploi entre-temps, eh bien, cette partie-là, cette partie d'expérience gratuite m'a beaucoup aidé à me former. Comment? Ah, j'entends une dame qui parle. Donc, suite à cette expérience donc un petit peu difficile au départ, eh bien, c'était assez amusant d'ailleurs. ABP Consulting s'appelait ABP Consulting Training Vente. Parce que je m'étais dit, puisque j'avais développé surtout une expérience commerciale, j'allais me lancer en tant que consultant en commercial, vente, négociation, stratégie commerciale. Et mes clients en ont décidé autrement. Ils ont décidé que je serais plutôt orienté vers l'accompagnement au management. Vous m'entendez? On m'entend, Caroline? Parce que j'entends plus rien là pour le coup. Je t'entends, moi, hein, donc a Ah, tu priori, ça m'entends. fonctionne. Oui. J'entends tellement plus de J'ai bruit juste que c'est demandé gentiment qu'il coupe le micro, que chacun coupe le micro. Voilà. très bien, Et je pardon. vais couper tout de suite le mien. Oh, non, non, mais je me sens très seul sinon, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc, j'ai commencé par de la formation et si je vous parle de cette activité que j'avais lancée commerciale au départ, c'est pour vous dire qu'il faut être très à l'écoute quand on se lance de ce dont les personnes ont besoin, ce dont les clients ont besoin, parce que c'est eux qui vous diront de quoi ils ont besoin et à quel prix. Et du coup, j'ai enlevé en dessous d'ABP Consulting Training Vente, puisque mes clients en ont décidé autrement au départ, en tout cas. Donc, à cette époque-là, je me suis formé au coaching individuel, j'aimerais partager ça aussi, avec cette idée que toutes les personnes qui se formaient, comme dans notre parcours de formation de coach d'ailleurs, les personnes qu'on forme ont toujours peur de se lancer dans le coaching collectif. Et au départ, on voulait tous devenir life coach, c'est-à-dire coacher des particuliers. Parce que ça nous rassure, parce que c'est plus simple, en apparence en tout cas. Et en réalité, très vite, on se rend compte qu'il est difficile de vivre du life coaching, c'est-à-dire du coaching des particuliers sur leurs problématiques de couple, leurs problématiques personnelles, et qu'il faut quand même ouvrir tout ça au champ de l'entreprise quand même. En tout cas, c'est ma croyance. Je ne dis pas que c'est vrai, mais si le salaire est important pour vous, il faudra quand même penser à regarder l'entreprise. Même chose, lorsqu'on se forme au coaching individuel, même en entreprise, ça nous semble beaucoup plus simple que le coaching collectif. Donc, souvent, on se forme, mais on n'ose pas se dire, tiens, je vais prendre un comité de direction et je vais les accompagner sur la stratégie, sur la vision, sur tout ça. Donc, je vous invite quand même à vous former là-dessus parce que sur le coaching collectif, c'est un sujet passionnant qui est beaucoup plus sécure que ce qu'on peut imaginer en réalité. Et donc, petit à petit, j'ai évolué de la formation vers le coaching individuel et le coaching collectif parce que tout ça, c'est un ensemble. Les 4 métiers que j'ai affichés, pour moi, ne sont pas
déconnectables les uns des autres ou dissociables les uns des autres. On a besoin de faire du consulting pour détecter les besoins. Notre pays, surtout, est plus à l'aise avec la formation qu'avec le coaching, puisque la différence entre la formation et le coaching, c'est que la formation, c'est assez descendant. Je vais te donner des outils pour recadrer un collaborateur ou pour le motiver, des outils. Et donc, ça, c'est rassurant de dire que je vais avoir des outils. Il n'empêche qu'on sait que le coaching, qui est plus l'art de poser des questions aux personnes pour qu'elles trouvent elles-mêmes leurs solutions, alors là, on est parfois moins à l'aise et les clients, eux, sont rassurés peut-être plus par la formation que le coaching, même si de toute façon, ils y viennent, mais parfois dans un deuxième temps. Alors, j'espère que j'ai été clair jusqu'à présent. On va faire un petit test, un petit point d'étape. Si vous pouviez juste mettre dans le chat à combien je suis clair entre 1 et 10, ça serait sympa et je vous assure que je ne suis pas susceptible. Alors, 1, il y a Vicky qui m'a dit 1, je ne suis pas clair. 9, 10. Ouais, vous êtes sympa. Hein. 8. Ok. Donc, n'hésitez pas à indiquer. Alors, Vicky, je ne suis pas clair entre. Parce que Vicky m'a dit 1. Vicky, est-ce que vous pouvez juste. Ah, c'était bien 10, d'accord. Okay. C'est jamais. Hein. Pour un formateur, vous savez, je n'ai pas la lumière à tous les étages. Tout va bien. Ok. Du coup, j'ai vu que c'était pas 10 quand même, donc je vais essayer d'être un peu plus clair pour tout le monde. Alors, je vais réafficher mon support. Je ne sais plus rafficher. C'est bien. Yes, ça y est. Donc, ensuite, partie 2, immersion. Immersion, ça veut dire quoi? L'équipe Grand Bain m'a demandé de donner quelques exemples de missions, de branches et de secteurs d'activité dans lesquels on peut exercer ce métier de coach, consultant, formateur. Dans le consulting, d'abord, si on parle des métiers de consultant, formateur, coach, coach collectif, dans le consulting, la demande, en tout cas chez nous, c'est surtout de la demande de climat social, d'audit lié au management. Alors, l'audit lié au management, ça peut être de l'assessment. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, d'assessment, c'est-à-dire de recevoir un manager potentiel ou déjà en poste et de lui faire passer des tests afin de voir si dans les 20 actes managériaux qu'il est amené à poser vis-à-vis de son équipe, est-ce que oui ou non, il est OK dans ses compétences. Donc, ça reste de l'audit, on va appeler ça de l'assessment, et on peut éventuellement faire de l'audit commercial. Ça peut être du client mystère, par exemple. Donc, on met une moustache et des lunettes, et donc on va dans des magasins ou dans des entreprises. Ou alors, on accompagne également, et là, c'est plus du client mystère, des commerciaux sur le terrain. Et là, pour faire un audit commercial. Mais on fait aussi des audits sur la stratégie commerciale. On peut faire des audits sur le plan d'action commerciale ou sur les techniques de vente également. Donc ça, c'est sur la partie consulting. L'intérêt de cette partie consulting, même si vous êtes très peu formé là-dessus, c'est quand même d'avoir au départ la possibilité de faire une photographie du client et derrière de pouvoir proposer des prestations de formation ou de coaching. Et c'est pour ça que je l'ai mis vraiment, enfin, j'ai proposé cette première étape de consulting qui est assez logique. D'ailleurs, c'est une façon de vendre des prestations. Voilà. Consulting, c'est aussi une façon de faire du commercial. Ensuite, alors là, sur les formations que nous animons, nous, on anime des formations en management, commercial, communication, développement personnel. Peut-être que certains sont intéressés par ça ici, mais nous formons des formateurs sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir. Ça peut être des formateurs qui veulent eux-mêmes animer des formations aux achats. Il y a une personne dans la salle d'ailleurs qui est dans cette dynamique-là. D'anciens directeurs financiers qui souhaitent, ou contrôleurs de gestion, qui souhaitent devenir consultants et formateurs pour avoir les deux casquettes, pour le chiffre d'affaires notamment, pour pouvoir accompagner les personnes en entreprise. Ça peut être un responsable de production dans l'industrie qui souhaite devenir consultant à temps partagé, donc ou responsable de prod à temps partagé. Donc là, il peut avoir intérêt à se former à la formation ou à l'audit afin de pouvoir générer un besoin chez son client et amener des solutions concrètes. Et dans sa démarche, lorsqu'on fait du temps partagé, on peut être amené à être formateur interne également.
Si on est consultant, bien sûr, encore plus. Sur la partie coaching, alors là, je ne parle que d'ABP. 90% des coachings que nous réalisons sont des coachings réalisés orientés management. Mais vous avez plein de coachs qui sont spécialisés dans le coaching sur l'organisation commerciale, par exemple. Ou alors des coachings, hein, on n'est pas formateur là, on n'amène rien au client à la base. On lui pose des questions et on le fait réfléchir. Pardon, je reviens sur ce que j'ai dit. Donc, coaching managériaux, commerciaux, coaching des organisations, coaching de dirigeants, mais ça reste du management. Mais ça peut être également du coaching individuel lié à des manques de confiance en soi, des personnes qui souhaitent mieux appréhender la communication interpersonnelle. Le coaching, on peut être coach sportif. Alors, il y a le coach sportif qui vous entraîne le week-end à faire des pompes, qui lui n'est pas vraiment formé au coaching, mais qui a fait STAPS par exemple, et qui parfois se forme au coaching, et ça c'est très rare, c'est 1% des coachs sportifs qui se forment au coaching, au vrai coaching entre guillemets, c'est-à-dire celui que je décrivais tout à l'heure. Et c'est bien dommage parce que s'ils avaient cette casquette-là, ils auraient une approche plus psy parfois. Et là, pour développer son activité de coach sportif, ça permet vraiment d'avoir d'autres palettes. Par exemple, de maîtriser des outils de connaissance de soi. Et les coachs sportifs qui ont des outils de connaissance de soi sont beaucoup plus impactants et beaucoup plus fidélisants que quelqu'un qui se cantonne simplement à allez, on fait 10 pompes, pardon, s'il y a des coachs sportifs, et on s'en tient uniquement à l'entraînement purement physique. Donc, ça, coaching individuel, ça parle de préparation mentale également. Alors, sur le coaching collectif, qui est un exercice à la fois peut-être effrayant, mais passionnant, eh bien, on a des coachings sur les organisations principalement, ou les réorganisations, la cohésion, vision, stratégie. Et là, depuis un an, on accompagne beaucoup d'entreprises qui ont de gros soucis, puisque entre les personnes dans les équipes qui sont en télétravail, ceux qui ne le sont pas, les personnes qui sont en chômage partiel, ceux qui ne le sont pas, plus tous les changements qui peuvent intervenir liés à la baisse d'activité, eh bien, comme tout le monde est en train de revenir en présentiel, là, on a un gros travail de réalignement des équipes autour de team building ou de vision ou de stratégie. C'est un gros sujet actuel. Le coaching collectif, ça peut être en production, être par exemple consultant externe pour permettre à une équipe de production de retravailler ensemble et de reconstruire une nouvelle organisation ensemble. On peut faire du coaching collectif dans une association, dans le milieu artistique, dans le milieu public, bien sûr, public, hein, dans la fonction publique. Voilà, ça c'est pour les secteurs. Maintenant, les secteurs d'activité dans lesquels on intervient, eh bien, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas un seul secteur qui ne soit pas prégnant. Maintenant, il est vrai que on observe depuis des années que tout le monde se dirige vers les grandes entreprises et malheureusement pas assez vers les TPE. Pourquoi? Parce que décrocher une grande entreprise, c'est forcément développer plus de clients potentiels à l'intérieur de cette entreprise. Or, quand on décroche une entreprise de 5 personnes, évidemment, c'est le même travail, mais avec moins de chiffre d'affaires potentiel. Néanmoins, les petites entreprises, il faut faire attention parce que ce sont des gens fidèles et on peut faire plein de choses dans une entreprise de 20 personnes, dans une TPE, dans une PME de moins de 50 personnes, on va dire, de 50 personnes. Il ne faut vraiment pas négliger ces cibles-là. Alors là, avant de passer à la suite, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps puisque j'ai presque terminé. Je vais reprendre la température. Vous allez me dire à combien je suis soporifique entre 1 et 10 là tout de suite pour savoir si je dois changer de méthode. Donc, si je suis soporifique, très soporifique, vous mettez 10. Et si ça va à peu près, ça va, Gisèle Roussin qui est quelqu'un de bienveillant, tout va bien. Les autres n'ont pas osé le dire. Voilà, bon, ça va, vous êtes soit bienveillant, très bien. Ok. Allez, je vais terminer par la dernière partie de mon intervention. Après, on fera des questions-réponses, comme ça on pourra échanger. Par la partie comment est-ce que j'ai démarré. La partie démarrer. Je crois que c'est ça.
Donc, quelle formation pour devenir coach, formateur, comment être recruté, quelles évolutions possibles, des exemples de parcours. Alors, j'étais un peu provocateur en disant que les certifications n'ont que peu de valeur. Parce que si vous êtes là, c'est que vous imaginez peut-être vous lancer là-dedans, vous avez peut-être déjà regardé des formations. Nous-mêmes, on certifie, on lance un parcours sur ce sujet-là et on certifie régulièrement des personnes, des managers, depuis des années. D'ailleurs, il y a une personne qui a été certifiée il n'y a pas très longtemps, et bravo à elle, sur notre parcours manager avec les techniques de coaching. Elle sera d'accord pour dire qu'elle souhaitait une certification pour se rassurer, mais la réalité du marché, c'est que personne en 18 ans ne m'a demandé un diplôme. Personne. Alors, c'est peut-être une mauvaise chose ou une bonne chose. C'est une bonne chose pour moi, même si je suis diplômé, je ne l'ai pas dit, d'une école qui s'appelle Coach Up Institute, qui est devenue l'Institut des neurosciences. Mais dans les faits, les clients ne demandent pas ça. Ce qu'ils demandent, c'est une crédibilité. Et la première crédibilité, c'est par les questions que vous poserez à vos clients que vous gagnerez en crédibilité. J'insiste, hein. Quand on doit faire un rendez-vous avec quelqu'un, c'est vraiment très, très important de travailler les questions ouvertes qu'on va poser. C'est certain. Et votre parcours, bien sûr, votre parcours professionnel. Alors évidemment, si vous n'avez pas d'expérience, il y a peut-être des façons de démarrer. Et là, je vous ai proposé notamment les écoles. Les écoles, bon, moi je donnais des cours à l'EDEC, par exemple, Business School ou Schema, si vous connaissez ces écoles-là, à l'université également. Alors là, l'avantage, c'est que dans les écoles et surtout dans le public, peut-être des personnes qui sont dans le public, l'avantage, c'est que comme tout le monde s'en fiche et qu'on n'est pas contrôlé dans le public, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez tout expérimenter. Et donc, ça donne une confiance de dingue puisque vous pouvez expérimenter tous les modules de formation que vous souhaitez, toutes les astuces pédagogiques. Et c'est vraiment, alors, une bonne chose pour vous, moins pour l'éducation nationale, mais vraiment, vous serez libre en tout cas de faire ça puisque vous ne serez pas contrôlé. Et surtout, les élèves, à partir du moment où on est participatif avec eux, ils sont plutôt sympas. Les éléments clés, eh bien, pour se lancer, c'est quand même de construire une réflexion chez vous entre finalement quelle est mon expérience. Alors, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez fait un grand bain pour certains d'entre vous. Et vous avez donc pris le temps d'écrire votre parcours professionnel. Et compte tenu de ça, l'idée, c'est de faire un pont avec ce que vous aimeriez proposer. Donc, un des conseils quand même que je vous donne, c'est que c'est bien de se former, mais quand on sort des écoles, on a tous les mêmes techniques, plus ou moins, peu ou prou. Enfin, quand il y a des techniques, parce qu'il y a des écoles qui ne proposent pas du tout de techniques. Alors ça, c'est encore autre chose, on pourra y répondre. Mais apprenez à déjà, si vous êtes en poste, noter ici et là sur une feuille les méthodes que vous avez mises en place dans votre travail ou que vous avez découvertes, les techniques, les recettes de cuisine pour définir un plan d'action commerciale, pour développer une démarche qualité, pour animer votre équipe, etc., etc. Je vous conseille aussi de vous multiformer. Multiformer, ça veut dire éviter de dire tiens, je vais faire un parcours de 2 ans dans la même école. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que c'est important de se micro-former aussi. En allant courir, il y a plein de podcasts partout sur YouTube et ailleurs. Ça fait partie de la formation, les lectures. Et bien sûr aussi de choisir une bonne école si vous vous formez, qui est peut-être les quatre si possible, les quatre piliers, hein, consulting, formation, coaching individuel et coaching collectif. Et surtout, 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 faites comme Nathalie qui est dans la salle quand elle est venue se former chez nous. Préparez 25 questions en demandant à l'organisme qui va vous former concrètement qu'est-ce qu'on va y apprendre. La certification, franchement, c'est secondaire. L'important, c'est avec quoi est-ce que je vais sortir, mais concrètement. Concrètement. Ça doit faire sourire Nathalie, que je ne vois pas tout de suite, mais je suis sûr qu'elle sourit. Comme ça, vous saurez à quoi vous aurez affaire. Parce que parfois, vous avez des personnes qui vous disent globalement, on va vous former à accompagner les gens et à développer tout leur potentiel et toute leur puissance. Oui, mais concrètement, comment? Qu'est-ce que je vais apprendre? Ça, c'est très important. Donc, se multiformer et ne pas hésiter à poser des milliards de questions aux personnes que vous rencontrerez. Ensuite, si on se lance dans ces métiers-là, forcément, il faut équilibrer forcément votre expertise technique et la connaissance du fonctionnement humain. Donc, le premier humain, c'est vous.
c'est-à-dire aller faire un petit tour chez le psy, faire de la connaissance de soi, démarrer une démarche de développement personnel, quelle qu'elle soit, et j'insiste, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas que le psy, il y a les arts martiaux pour certains, d'autres, ça va être la méditation. Là, vraiment, il faut vraiment se connaître. Se connaître et demander du feedback aux autres sur nous également, sur ce qu'ils en pensent. Parce que quelqu'un ne vous dira jamais, je ne te vois pas coach, ou surtout, tu es trop agressif, tu es trop bavarde, tu ne laisses pas la place aux autres, etc. Donc, faites vraiment une démarche de développement perso. Formez-vous aux techniques. N'oubliez pas votre passé technique, mais également, formez-vous à un outil de connaissance de soi, quel qu'il soit. Si vous avez fait un grand bain, vous avez fait l'énéagramme, il en existe d'autres comme le MBTI, Insight, mais cet équilibre, ces équilibres-là sont très importants. Un métier d'indépendant principalement, mais aussi comme salarié, oui, parce que d'abord, il y a plusieurs étapes. Vous pouvez être salarié dans un cabinet de formation, vous pouvez être également coach ou consultant à temps partagé, et pour se lancer, ça peut être pas mal, ou être totalement indépendant. Se lancer, c'est se former, donc développer son réseau, ne pas négliger les écoles et les universités. Ça, je l'ai dit. Les erreurs à éviter, considérer le commercial comme secondaire. Alors ça, je voudrais vous dire qu'on reçoit toutes les semaines des gens qui ont envie de se lancer. Pas des gens qui se lancent nécessairement, des gens qui ont envie de se lancer. En tout cas, nous, au cabinet, sur la partie formation et coaching. Et je dis toujours la même chose, et peut-être que je ne le dis pas assez clairement, c'est que si vous êtes encore en poste et que vous voulez devenir consultant, si vous savez que vous voulez devenir consultant, la première chose à faire ce soir, et j'ai bien dit ce soir, c'est d'imprimer une carte de visite. Vraiment. Vous allez me dire, mais non, je ne sais pas encore. Si vous voulez vraiment vous lancer, faites ça. Et très vite, sortez ou ressortez, parce que je sais qu'on a été malheureusement privé de contact, mais sortez, sortir. On a, nous, des personnes qui développent le business pour nous, forcément, et le risque, c'est toujours de rester au bureau. À chaque fois qu'on sort dans le... On ne regrette jamais de sortir. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en ne sortant pas, en ne faisant pas de commercial, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, vous allez négocier peut-être une rupture conventionnelle avec votre employeur pour devenir consultant. Là-dessus, vous allez prendre 1 ou 2 mois pour souffler, parfois, pour vous donner un peu de temps. Ensuite, vous allez vous inscrire à une formation et peut-être que cette formation ne va pas durer, ne va pas démarrer tout de suite. Donc là, vous aurez déjà 2-3 mois de battement, ou voire même 4 mois de battement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous former, vous allez dire non, d'abord je me forme, je reste bien concentré sur ma formation. Ok, sauf que la formation, elle va peut-être durer 3, 4, 5, 6 mois. Suite à ça, vous aurez presque 1 an de chômage qui sera déjà dépensé. Là-dessus, vous allez venir nous revoir en disant ça y est, je suis formé, maintenant je vais faire mon site internet et ma plaquette. On est reparti pour 6 mois et là on est à 3-4 mois de notre fin de droit. Ça veut dire qu'entre les 2 ans de chômage et la partie où on a imaginé se lancer, au lieu d'utiliser cette partie extraordinaire, vous êtes encore en poste et vous pouvez déjà faire du commercial en sécurité, c'est-à-dire sans avoir de besoin, pardon, je vais exprimer un mot un peu trivial peut-être, mais sans avoir faim, vous êtes dans des conditions idéales pour vraiment être détendu et n'avoir rien à demander à vos clients. Et ça, c'est cette partie de salariat dans laquelle vous êtes que je vous conseille vraiment d'utiliser pour faire du commercial. Et vraiment, j'insiste là-dessus, vraiment. La seule chose, c'est que nos peurs, parfois, sont plus fortes que nos désirs. Comme disait, je crois que c'est Gad Elmaleh qui avait dit ça il n'y a pas longtemps, quand nous avons échangé avec lui. Ta peur est plus forte que ton désir. Eh bien, parce que la peur est plus forte que le désir, on ne va pas aller faire du commercial parce qu'on n'a pas envie d'entendre j'ai pas besoin de toi. Ça, c'est très dur. Donc, plutôt que de faire ça, allez à la rencontre des gens, soyez curieux, interrogez les gens sur ce qu'ils font, sur qui ils sont, parlez très peu de vous, très très peu de vous. Allez voir les personnes en disant tiens, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît moins? Apprenez vraiment à découvrir les personnes et là, ils vont finir par vous parler de leurs problématiques, quelles qu'elles soient. Et peut-être que vous pourrez commencer à imaginer, à leur proposer quelque chose.
Et c'est là qu'il faudra travailler sur votre offre. Alors, je ne dis pas évidemment qu'il ne faut pas travailler sur votre offre.